Bonjour à tous. Je suis ravi de vous recevoir pour ce webinaire intitulé Les nouvelles facettes de la multimodalité. Avant toute chose, je voulais sincèrement remercier les intervenants qui ont accepté de témoigner aujourd'hui, des intervenants qui sont des partenaires de P-Mobility. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'avoir des sujets concrets de projets de multimodalité afin de mettre en lumière la théorie de la multimodalité. Donc, comment aujourd'hui on conçoit les nouvelles façons de créer de la multimodalité. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore P-Mobility, donc moi je suis Pierre Renaud, je suis fondateur de la société P-Mobility. Je suis accompagné de Julien Marzalek, qui est chargé des opérations. Nous, chez P-Mobility, on accompagne les collectivités sur les sujets de multimodalité, donc dans le dimensionnement, le déploiement et le suivi de projets de pôles d'échange multimodaux, de hubs de mobilité, voilà, tel qu'on peut le voir ici. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a différents profils de participants. On a des collectivités, on a aussi des opérateurs de mobilité. Donc, ça va être intéressant parce qu'on a une double vision, une vision d'exploitant de service et une vision de gestionnaire territorial. Donc, à travers des expériences, des expérimentations, des retours d'expérience et des services innovants, on va avoir un retour assez complet sur ce qui se fait aujourd'hui dans la multimodalité. Hop, alors petite introduction pour vous donner un peu un ordre de passage. Donc à travers les différents intervenants, on va explorer différentes approches complémentaires de la mobilité, de la multimodalité, notamment à travers les hubs de mobilité du réseau régional de Nouvelle-Aquitaine, avec l'intervention de Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Les évolutions de services côté du transport, enfin côté opérateur de transport Transdev, voilà aussi la partie information voyageurs et information dynamique, qui est intégrée maintenant dans les services de Transdev. Une approche différenciante du covoiturage avec le covoiturage en ligne, le covoiturage structuré qui nous sera proposé par ECOV. Et enfin, on aura un cas concret de développement territorial à travers l'attractivité des lignes de l'Aubrac et des différents projets qui sont menés autour de cette ligne pour l'attractivité du territoire. Voilà, avant de céder la place à nos différents intervenants, on va faire un petit rappel théorique sur la multimodalité et puis les piliers d'actualité qui révolutionnent aujourd'hui le secteur de la multimodalité. Pour revenir sur une définition concrète, on va pouvoir s'entendre ensemble. On va mettre un peu les aiguilles à zéro. La multimodalité, en définitive, c'est la considération d'un trajet en porte-à-porte, l'intégralité d'un trajet voyageur, en apportant une offre multitransport. C'est-à-dire qu'on va considérer l'intégralité du trajet en proposant différents modes de transport sur le trajet du voyageur. Voilà, en théorie, c'est assez facile. Dans la pratique, c'est un peu plus laborieux, surtout quand on s'éloigne des centres-villes urbains. En ce qui concerne les grands sujets d'actualité, on a 4 éléments qui viennent modifier le secteur de la multimodalité pour les collectivités et les opérateurs de mobilité. On a déjà la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui redistribue les compétences des collectivités au profit de projets régionaux et territoriaux. Voilà, on a de plus en plus de projets qui vont s'autogérer, c'est la volonté en tout cas de cette loi, s'autogérer à l'échelle plus territoriale et régionale. On a, sur un autre sujet, le développement de standards de données voyageurs, donc la donnée sous format GTFS. L'objectif ici, c'est de valoriser la donnée qui est extraite des différents transports, différents opérateurs de transport,
pour alimenter des calculateurs intermodaux hein, comme Google, comme Citymapper, pour valoriser l'information dynamique hein, sur des arrêts de bus, sur des lieux physiques, pour proposer les prochains départs, prochains départs aux voyageurs. Et voilà, pour développer vraiment, propager l'information voyageurs partout dans les territoires, surtout pour développer la multimodalité en dehors des grands centres-villes. C'est la vocation. Voilà. En troisième, on a effectivement les programmes CERM. Donc, l'objectif, c'est de créer des lignes structurantes à haut niveau de service, donc des lignes de car, des lignes TER, des lignes de covoiturage. L'objectif, c'est de pouvoir créer des passerelles entre les périphéries et les villes avec une proposition de modes de transport alternatifs à la voiture. Et voilà. En quatrième, on a la volonté de créer des points, des lieux de connexion entre ces différentes lignes, de façon à organiser, orchestrer hein, les différents modes de déplacement sur des lieux qui sont stratégiques et aussi de pouvoir intégrer les services numériques sur ces lieux hein, qui sont référencés, sur ces lieux stratégiques et créer de l'attrait vers l'utilisation hein, des différents modes de transport à travers ces points. Voilà, que ce soit le développement de standards de données, la création de lignes structurantes avec des hauts niveaux de services de transport ou encore de lieux de carrefour, de points de connexion. L'objectif commun de ces différents sujets, c'est de créer une mobilité qui est plus fluide, plus durable et plus accessible. Voilà. Pour aller dans ce sens-là, on va poursuivre avec la thématique des points de connexion, hein, des lieux de rencontre et des lieux de carrefour. On vient articuler cette multimodalité avec l'exemple du réseau de pôles de mobilité de la région Nouvelle-Aquitaine, où Aurélien va nous parler de la définition des différents types et de services de ces points de connexion. Et comment la Nouvelle-Aquitaine Mobilité déploie hein, ce réseau-là. Donc, Aurélien, je vous appelle à rentrer sur scène. Petit bouton en bas à gauche. Voilà. Bonjour. Bonjour Aurélien, vous pouvez commencer. Bonjour, c'est bon. C'est moi qui projette les slides, Pierre? Non, c'est bon, je vais passer. Bon, vous me dites et puis c'est moi qui passe. ok. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Nouvelle-Aquitaine Mobilité a lancé une étude sur les pôles de mobilité en mars 2023. Et cette étude a pour but de venir proposer un document d'aide à la décision pour les collectivités pour pouvoir promouvoir l'intermodalité grâce à un dimensionnement des services de mobilité et à une préconisation de préimplantation pour que dans une vision future des pôles de mobilité, en fonction d'une évolution de l'offre ferroviaire, de l'offre routière, de services de mobilité propres à la collectivité et d'un contexte territorial évolutif, augmentation du nombre de la population, d'emplois, de zones d'activité. Nous, on vient préconiser le déploiement de certains services de mobilité et un dimensionnement pour que demain, le pôle de mobilité puisse en fait jouer son rôle d'intermodalité, que l'usager demain puisse trouver le service qui lui convienne pour pouvoir effectuer généralement le dernier kilomètre. Donc c'est une slide un peu générique, donc à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on a traité 460 pôles de mobilité, autant routiers que ferroviaires, donc les 312 gares de la région et les 152 sites routiers. Donc, sites routiers, ça peut être des pôles, des gares routières ou des aires de covoiturage, mais il faut qu'il y ait quand même une notion d'intermodalité. On n'a pas traité des arrêts simples de cars. Voilà, il fallait derrière qu'il y ait quand même une notion d'intermodalité. Toutes les EPCI ont participé à l'étude. Voilà, j'ai vu qu'il y avait
personnes connectées avec qui j'ai travaillé sur cette étude. Donc, l'entièreté des collectivités ont été conviées à l'étude et on a travaillé avec eux sur surtout les résultats, de leur présenter les résultats de l'étude et de pouvoir voir quel retour ils avaient et quelle vision ils avaient du coup des résultats de l'étude. Sur la slide suivante, donc du gros travail de l'étude, ça a été de créer une typologie dans lesquelles on a pu classifier les hubs. Ça a été compliqué parce que c'était d'avoir une typologie à l'échelle régionale. Il fallait que la typologie ait des ponts avec la typologie qui a existé à la région Nouvelle-Aquitaine, avec la SNCF et avec certains territoires de certaines collectivités de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, il y a Niort ou Poitiers qui ont déjà en fait des typologies, donc il fallait qu'on trouve en plus un pont entre toutes ces typologies déjà existantes. Donc ça a été fait. La typologie que vous voyez à l'écran a été validée par l'entièreté des collectivités de Nouvelle-Aquitaine et par la SNCF. Et du coup, on est arrivé sur à une typologie à 3 niveaux, donc des hubs de rabattement, des hubs de connexion et des hubs structurants. Et en fait, en fonction d'un traitement de données de mobilité et un traitement de données de contexte territorial, le hub a une double note et on arrive à l'intégrer dans le diagramme que vous voyez en bas à droite. Donc, chaque typologie a une définition propre et du coup a un rôle propre. Et ce rôle, en fait, après, définit la notion d'intermodalité qu'on veut lui donner. Typiquement, les pôles de rabattement, on sait que les gens vont se rabattre uniquement en voiture sur ce pôle et généralement, on arrive à surtout des offres de covoiturage derrière. Donc, on préconise de déployer des services d'intermodalité qui permettent en fait ce parcours usager-là. Et sur le même principe pour le connexion et le structurant, où là, on va avoir des offres de transport déjà existantes un peu plus présentes. Et du coup, avec une possibilité d'aller vers ces hubs-là autrement que par la voiture, et du coup, de déployer les services de mobilité qui vont favoriser cette intermodalité. Sur la slide, on va traiter 3 types de services dans cette étude. Des services de mobilité, des services de lieu de vie, des services de confort. À l'écran, je vous ai mis que les services de mobilité parce que voilà, c'est des services qu'on traite vraiment finement dans l'étude. Donc, on les a tous détaillés, vous les avez numérotés sur le côté du schéma. Et sur tous ces services de mobilité, en fait, on vient en fonction, pareil, d'un traitement de données, on vient préconiser un niveau de déploiement, donc soit en essentiel, soit en conseillé ou soit en optionnel. Et en fonction de cette politique de service, derrière, nous, on va venir, en plus de préconiser un niveau de déploiement, on va aussi préconiser un dimensionnement et une préimplantation des services. Donc, le niveau en fait de déploiement des services-là, il provient d'une analyse du territoire. Voilà, il y a des services pour nous qui semblent essentiels du moment où on arrive sur tel type de hub, donc rabattement, connexion ou structurant, et qui va l'être moins en fonction de cette typologie-là. Donc, par exemple, pour des hubs structurants qui sont généralement en centre-ville, des services comme le covoiturage vont passer en optionnel parce que on part du principe que les gens ont d'autres moyens de se rendre sur le hub que par la voiture. Voilà, donc on va favoriser l'intermodalité avec du rabattement transport en commun, le vélo, et du coup déployer des services de vélo. Donc, contrairement à des hubs de rabattement où là, les places VL ou les places covoiturage vont tomber en essentiel parce qu'on sait que les gens vont se rabattre avec cette méthode-là sur les hubs. Voilà. Sur la slide suivante, donc c'est les 3 types de services qu'on a traités dans l'étude. Sur le premier, donc, on a la possibilité de venir être plus fin et de pouvoir donner des dimensionnements précis sur combien de places de stationnement, combien est-ce qu'il faut mettre de l'autopartage, combien de places de stationnement sécurisées, de vélos en libre service. Pour les autres services, confort et lieu de vie,
Donc là, on va avoir un travail différent parce que c'est beaucoup lié aux opportunités locales de savoir si on peut déployer de déployer du lieu de vie, mais en tout cas, on vient donner quand même une notion à la collectivité en leur indiquant que il y a une opportunité de pouvoir développer ces services-là et qu'il y a un potentiel pour pouvoir les déployer. On a une vision un peu différente sur l'information voyageur, puisque NAM a une cellule billettique, enfin une cellule masse. Donc, on traite l'information voyageur, on a un calculateur d'itinéraire. Donc, sur cette partie-là, on va avoir aussi un travail d'accompagnement où, sur l'information voyageur, on a quand même une possibilité de venir déployer ce service-là et de pouvoir du coup favoriser l'intermodalité en mettant à disposition des informations sur l'offre ferroviaire, sur l'offre routière, mais aussi la collectivité peut venir intégrer des informations propres à sa collectivité sur du TAD, sur du vélo de location, et du coup favoriser l'intermodalité grâce à l'information voyageur. Voilà pour la partie travail NAM. Alors, je ne sais pas si il y a des questions, voilà, possibilité de répondre aux questions. Alors oui, alors justement, je n'ai pas précisé. Merci beaucoup Aurélien, hein, pour ces éléments. Bah, en petit complément, voilà, pour resynthétiser, c'est vrai que Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, c'est un observatoire régional qui est assez complet sur la multimodalité, hein. Il y a des outils numériques, il y a des infrastructures, il y a des études. Euh, Nouvelle-Aquitaine Mobilité a également montré qu'un pôle d'échange multimodal, ce n'est pas forcément un aménagement ultra conséquent avec des gros investissements. Ça peut être aussi, en fonction de la hiérarchie, des lieux qui sont des tiers-lieux de mobilité qui sont plus petits, plus modulaires, plus expérimentaux, qui peuvent être plus agiles que les parcs relais et pôles d'échange qu'on connaît aujourd'hui. En ce qui concerne les questions, j'ai oublié de vous préciser, vous avez un chat en dessous, donc au fil des présentations, vous pouvez poser votre question et on va avoir une période de réponse aux questions en fin de présentation. Donc, il y aura des questions des participants et il peut aussi avoir des questions entre les intervenants. Voilà. On va voir ça en fin de présentation. Eh bien, écoutez, on va poursuivre côté Transdev, donc une vision un peu plus opérationnelle de la mobilité et de la multimodalité, avec des évolutions, hein, sur le service voyageur, en intégrant justement ces nouvelles problématiques autour de la multimodalité notamment. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Pierre, donc je vous laisse dérouler le slide. Nous, on a convenu de vous présenter 3 sujets sur les thématiques objets de ce webinaire. Le premier sujet, c'est vous présenter une filiale de Transdev Mobilink qui est installée en région sud. Le deuxième axe de présentation concernera 2 projets d'innovation portés par Transdev à travers son laboratoire d'innovation Lemon, qui ont été portés avec Nantes Métropole et Montpellier Métropole. Je vous propose de commencer avec Mobilink. Donc, Mobilink est une filiale de Transdev créée en 2016 dans la perspective de se positionner justement sur les activités de service. L'accueil des voyageurs, l'information voyageur multimodale, la perspective d'une offre intermodale, le confort de l'attente, la distribution et la promotion des titres et des offres sont les piliers de l'expertise de cette filiale. Mobilink opère aujourd'hui en région sud et en région Normandie. À titre d'exemple, en région sud, la filiale gère 8 marchés avec 60 collaborateurs et opère notamment la gare routière d'Aix-en-Provence. Ces activités sont donc des activités complémentaires à l'offre routière de transport. Elles font de nous de véritables intégrateurs des offres de mobilité disponibles. Les pôles d'échange, les gares routières, les parkings relais sont de véritables hubs de mobilité, des pôles de mobilité, des portes d'entrée des territoires et c'est comme ça que nous tentons de les faire vivre.
Notre ambition, en effet, sur Mobilink est de proposer à nos clients des solutions très opérationnelles pour accompagner la mise en place des services associés au transport routier. Information voyageurs, promotion de l'intermodalité et concrétisation de l'offre intermodale, connexion au mode doux en sont quelques exemples. Chez Transdev, nous permettons à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions innovantes au service du bien commun. Dans le cadre de notre laboratoire d'innovation Limon, nous avons notamment expérimenté sur Montpellier Métropole. Pierre, on peut passer à la slide suivante si vous voulez bien. Voilà, un arrêt de bus inspiré par la nature. L'objectif de cette expérimentation et de cette innovation était de répondre aux nouveaux enjeux et aux objectifs des mobiliers urbains. Plusieurs axes ont guidé cette démarche, notamment l'exemplarité environnementale, donc plus de vert, plus de nature et moins de dépendance. La végétalisation, dans une logique d'enjeu d'entretien de ces arrêts, et un sujet important qui est le lien entre les transports en commun et les zones urbaines pour allier l'intermodalité, donc allier le transport en commun à la connexion à d'autres modes via l'arrêt de bus. Nous avons cherché à nous inspirer à ce titre des mécanismes, des matières et des fonctions du mode du vivant pour développer de nouvelles innovations fonctionnelles et créatrices de valeur. Pour les arrêts de bus, par exemple, le biomimétisme a été introduit dans le projet en 2023 et nous a permis d'allier l'esthétisme, la sobriété, l'imaginaire environnemental et la performance pour donner plus de confort aux voyageurs qui attendent aux arrêts ou qui sont en connexion. Depuis 2020, comme vous le voyez sur les photos, nous avons déroulé, pour arriver à ces prototypes et à leur évolution, 2 années de conception et d'études, 2 années d'expérimentation et d'évaluation, 7 ateliers de co-création et 3 ateliers citoyens en relation avec notre partenaire Montpellier Métropole. Désormais, à travers notamment le dernier visuel, nous identifions d'autres expérimentations à des échelles plus grandes. Nous identifions également des partenaires pour nous accompagner sur ces projets. Nous préparons des prospections et les éléments de l'étude menée depuis 2020 sont eh bien pour nous une source de capitalisation importante au sein du laboratoire d'innovation Limon. En parallèle de cette expérimentation sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, une autre expérimentation a eu lieu, cette fois-ci à Nantes Métropole, sur le réseau de Naolib, où à travers un projet de hub de mobilité à la Chantrerie, nous avons essayé de réfléchir à agrandir la zone de chalandise grâce aux micromobilités. Pendant 24 mois, nous avons expérimenté un service de location de vélos, de trottinettes électriques sur un site extra-périphérique, donc en bout de ligne. À travers ce projet, nous souhaitions comprendre les effets du service sur la complémentarité TC et sur le report modal. Nous souhaitions mieux identifier et comprendre les attentes des usagers et tester différentes caractéristiques du service pour trouver le modèle le plus adapté à cette configuration. Au lancement 2021, nous avons élaboré une règle du jeu, si on peut dire ça comme ça, donc un principe de fonctionnement qui a été challengé pendant une période d'expérimentation. Vous voyez les chiffres et les partenaires s'afficher sur la slide. Et en 2023, nous avons réalisé une étude pour en savoir plus sur cette expérimentation. Une des questions qui a été posée était: le service est-il utilisé en complémentarité des transports en commun? 60% déclarent combiner la solution de trottinette avec le bus sur un même déplacement. 69% des clients sont des abonnés du réseau. 22 utilisent les tickets, donc sont des utilisateurs occasionnels. Et seulement 9% des utilisateurs du service disent ne pas utiliser le réseau de transport en commun nantais.
Deuxième questionnement qui a été soumis aux enquêtés, le service favorise-t-il le report modal? À travers les résultats, nous avons compris que 47% déclarent moins utiliser leur voiture. Et effectivement, pardon, je me répète, 45% déclarent utiliser moins leur voiture. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les vélos électriques et les trottinettes électriques connectent les trajets au sein du réseau Naolib. Voilà donc comment, à travers 3 exemples et 3 axes de travail très différents, nous avons et nous continuons à réfléchir aux nouvelles facettes de la multimodalité sur les arrêts, que ce soit des PEM, des gares routières ou des arrêts d'un réseau urbain, terminus de ligne ou arrêt intermédiaire de correspondance. Merci beaucoup Valérie pour ce retour sur ces expérimentations. On va enchaîner tout de suite, toujours avec Transdev, avec Alexandre, qui va nous parler des services mis en place autour de la donnée dynamique au profit de l'information voyageur. Hop. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et je vous laisse poursuivre sur les différentes innovations, initiatives de côté Transdev et Pisae. Très bien, merci Pierre. Voilà, donc moi ça va être un peu plus technique dans l'ensemble. Moi je vais vous parler de l'intégration d'un SAE sur le réseau Cap-Cotentin qui a permis de parfaire, on va dire, l'information voyageur en temps réel. Donc pour ça, je vais faire un petit peu d'historique. En 2021, Transdev a remporté l'appel d'offres du réseau Cap-Cotentin. Donc, le réseau Cap-Cotentin, c'est à Cherbourg. Et le début de l'exploitation, c'est le 1er juillet 2021. Pour cette exploitation, l'ancien SAE ne répondait pas correctement aux ambitions. Donc, il a été choisi de prendre un SAE Lite qui s'appelle Pisae. Donc, je parle de ce SAE parce que c'est un peu le point central de toute l'architecture pour avoir de l'information voyageur. Donc, il y a une partie sur votre gauche qui représente techniquement l'interaction entre Pisae, qui est le SAE. Donc, le SAE, c'est le système d'aide à l'exploitation, et sa connexion avec la billettique et sa connexion avec l'information voyageur embarquée dans les véhicules. Ce qu'il faut voir, c'est que Pisae est un peu le maître d'œuvre de la communication entre ces deux autres industriels. Pour cela, on a un petit routeur informatique au milieu qui permet de connecter ces 3 éléments et ce qui permet aussi d'isoler informatiquement du reste du public ces éléments. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SAE permet aux conducteurs de s'identifier lors de leur prise de service. Et grâce à cela, les conducteurs choisissent le bon service, la bonne heure et peuvent prendre la route avec de l'assistance. Ce que vous pouvez voir au milieu, leur feuille de route est tracée via l'application Pisae, ce qui leur permet d'avoir leurs indications d'horaire aux arrêts. C'est-à-dire que ils peuvent ainsi gérer l'avance-retard de leur véhicule et ainsi être parfaitement synchronisés. Donc, grâce à ça, grâce au SAE, donc Pisae, ça génère ce qu'on appelle aussi de la position GPS. Et grâce à cela, on a de l'information voyageur dans les véhicules qui permet de dire aux clients qui sont dans les véhicules, vous êtes à tel arrêt, votre prochain arrêt, ça sera ça. Et l'arrêt, par exemple, là, l'arrêt Jean Goubert, bah ça, il y a une diffusion visuelle et sonore à l'intérieur du véhicule et aussi à l'extérieur du véhicule lorsqu'il y a un arrêt. Bon, ça, c'est courant dans tous les réseaux, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est la communication entre le SAE et un autre industriel. C'était là où il y avait un petit peu de complexité, parce qu'il fallait forcément que les industriels communiquent entre eux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce SAE a été déployé très rapidement sur notre réseau. Il a fallu moins de 6 mois pour mettre ça en place. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais des SAE dits lourds, ça peut prendre 1 an à 1 an et demi pour être déployé sur un réseau.
Donc là, ça avait été une force vraiment performante pour Cap Cotentin et le réseau donc, de Cherbourg. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce SAE permet aux conducteurs de prendre un service et de faire leur service correctement. Mais en parallèle, on a aussi le poste de commandement qui peut suivre ces véhicules. Et donc, l'exploitation permet de voir quel est le conducteur qui pilote tel véhicule, qui est sur telle ligne, et ainsi avoir un centre de commandement vraiment idéal. Ce qu'il faut voir, c'est que Cap Cotentin, c'est environ 70 véhicules. Et que pour avoir un suivi performant, il faut avoir des données performantes. Donc, le SAE Pisae nous permet cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 3 ans, donc, on est en exploitation dans cette configuration et qu'on est en permanence en évolution, mais le système est vraiment fiable et apporte vraiment beaucoup de satisfaction à la fois à nos conducteurs et aussi à notre exploitation. Ça, c'était une petite présentation côté conducteur et exploitation. Alexandre, est-ce que Ouais. pardon, je vous coupe. Est-ce que juste vous pouvez nous rappeler ce qu'est SAE en acronyme? Alors, le SAE, c'est le système d'aide à l'exploitation. C'est l'outil utilisé par les conducteurs pour pouvoir prendre donc un service. Donc, un service, c'est par exemple à partir de 8h30, tu vas faire la ligne A, et où là, par exemple, c'est la ligne 5 qui commence à 17h55 et après, il a son suivi de course. Ça, c'est le SAE. Et le SAE, ça permet aussi la connexion avec l'exploitation. Et le SAE reçoit des données GTFS, dont Pierre a parlé tout à l'heure, et diffuse du GTFS temps réel en fonction du conducteur. Est-ce que ça te va, Pierre, comme explication Oui, du très SAE? bien, merci, merci beaucoup. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, le SAE, donc le conducteur prend une course SAE et derrière, ce SAE diffuse ce qu'on appelle un GTFS ERT, donc GTFS temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la position GPS du véhicule sur telle ligne, à telle heure, est connue en temps réel. Le taux de rafraîchissement, c'est 5 secondes, donc c'est assez rapide. Et ce GTFS est diffusé vers les applis tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cap Cotentin a une application qui, on va dire, prend ce GTFS-RT, l'analyse et le restitue sur son application. C'est une solution qui permet aux clients qui ont l'application sur leur smartphone de suivre le véhicule en temps réel. Par exemple, alors, il a une carte, le petit slide tout petit qui est au milieu, vous présente notre ligne circulaire sur laquelle les véhicules circulent et sur l'application Cap Cotentin, l'usager peut voir où est son véhicule. Il peut voir également dans combien de minutes le véhicule va arriver. Il peut voir si le véhicule a du retard. Donc, il y a de l'information pour les voyageurs au niveau application, application smartphone. Le GTFS-RT est assimilé aussi par PIM Mobilité parce qu'on leur a fourni une URL temps réel qui permet, par exemple, si vous voyez Alexandre III en dessous, à l'arrêt Alexandre III, PIM Mobilité diffuse en temps réel dans les maisons de mobilité mises en place sur notre réseau, diffuse en temps réel ce qui se passe à l'arrêt Alexandre III. Alors ça, c'est un exemple, mais en fait, il pourrait diffuser, toujours grâce au GTFS-RT de Pisae, il pourrait diffuser n'importe quel arrêt, ou même carrément, s'il voulait, une ligne, ce qui permet, dans les maisons de mobilité, d'afficher du temps réel pour les clients usagers. Voilà pour tout ce qui est information voyageur en temps réel. Et une dernière petite slide sur l'information voyageur embarquée dans les véhicules. Donc, on retrouve sur la droite le défilé, donc ce qu'on appelle un thermomètre de ligne qui diffuse en temps réel
les positions du véhicule et le prochain arrêt, mais en parallèle, on diffuse aussi de l'information style image ou sonore pour les voyageurs. C'est-à-dire que là, on a mis 2 exemples, mais cette liste n'est pas exhaustive. On peut mettre autant d'images que l'on veut. On pourrait même peut-être mettre une vidéo qui permet de donner de l'information aux voyageurs entre 2 arrêts dans le véhicule. En ce moment, on est en train d'expérimenter aussi de l'information sonore pour, par exemple, mettre en place une identité sonore sur nos lignes. C'est-à-dire que à l'arrêt, le véhicule va diffuser un petit jingle sonore pour identifier la ligne. Par exemple, la ligne 1, ça va être 3 secondes d'une petite musique du style tam-tam. Sur la ligne 2, ça va être un petit coup de flûte. Et en fait, voilà, ça va pouvoir identifier pour nos personnes à mobilité réduite, pas à mobilité réduite, excusez-moi, avec une déficience visuelle, d'avoir une information de dire « Ah oui, c'est bien ma ligne 1, ah oui, c'est bien ma ligne 2 ». Donc ça, c'est en expérimentation pour un démarrage début juillet, pardon. Voilà. Voilà pour l'information voyageur Cap Cotentin. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Bon, on voit effectivement que l'évolution des technologies et l'ouverture des données permet, notamment en plus pour les opérateurs, de soutenir le service voyageur et d'embarquer justement les voyageurs vers le changement de comportement de la voiture vers des modes plus durables. Voilà, dans la même voie, je fais appel maintenant à Christophe Lejeune qui va nous parler du service de covoiturage en ligne ECOV. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Dans la mobilité domicile-travail, il y a, on le sait, en général 1,07 personnes par voiture. Et donc face à cela, le covoiturage s'impose comme une évidence. Pourtant, le covoiturage traditionnel avec réservation reste encore limité par rapport à son potentiel. Alors pourquoi ? On peut se poser la question. C'est ici un sondage qu'on a fait chez ECOV et ce qui ressort, c'est que les retours des passagers, des usagers disent que le covoiturage est compliqué parce qu'il y a une contrainte sur les horaires, parce qu'on doit organiser un rendez-vous, on doit planifier, on est dépendant de ce rendez-vous parce qu'il n'y a pas toujours des covoitureurs sur les trajets qu'on fait et parce qu'on dépend d'une personne qui peut annuler. Voilà. Donc, c'est des obstacles qui expliquent en partie que le covoiturage traditionnel, même s'il développe, reste encore limité. Et donc, face à cela, chez ECOV, on propose une solution originale. On propose des lignes de covoiturage pour faire du covoiturage sans réservation, comme une ligne de bus, sauf que les bus sont remplacés par des conducteurs qui prennent des passagers sur leur travail. Donc, dans nos lignes de covoiturage, on a des arrêts aménagés. Vous voyez à droite le réseau de Grenoble qui s'étend avec les arrêts que vous voyez aux différents points. C'est des trajets sans réservation avec une application et c'est sans contrainte. À la fin, la ligne de covoiturage, ça permet d'offrir 3 sièges libres tous les 4 minutes, donc avec une fréquence forte, là où le transport en commun traditionnel a plus de mal à proposer une telle fréquence. Pour les lignes de covoiturage, la mobilité, elle est au cœur du service. Pourquoi ? Parce que les lignes de covoiturage, elles se déploient donc en périphérie des centres-villes, elles se déploient dans les territoires moins denses, dans les zones d'activité, dans des territoires très étendus. Et donc, offrir un parcours multimodal avec trottinette, avec du vélo, avec aussi la possibilité de faire la première partie dans sa voiture individuelle avant de retrouver son covoitureur à un arrêt de covoiturage, ça permet de démultiplier le potentiel, ça permet de se rapprocher du passager. Sur nos lignes de covoiturage, il y a presque 50% des trajets qui sont faits en multimodalité. Alors, comment on articule cette offre ? Eh bien, ici, vous pouvez voir sur le réseau de Grenoble des arrêts de vélo et c'était un arrêt qui a été mis en lumière par Le Monde de Jamie sur un reportage en décembre, donc avec des passagers qui se rendent à l'arrêt en vélo et qui retrouvent
qui déclenchent leur application et qui trouvent un covoitureur donc sans réservation à partir de cet arrêt-là. C'est aussi ce qu'on voit à Lyon, sur la slide d'après, où c'est un arrêt encore plus équipé. Si tu peux montrer la slide d'après, Pierre, où on voit, donc on a l'arrêt en haut à gauche, l'arrêt de la ligne de covoiturage, des arrêts vélos, des boxes sécurisés et une piste cyclable qui part de l'arrêt. Voilà. On travaille aussi avec PIM sur le réseau de la Plaine de l'Ain en zone rurale avec donc des beaux hubs de mobilité, avec une offre de vélos qui sont proposés, encore une fois, pour que les gens puissent se rabattre sur l'arrêt. Voilà, et je serais ravi de répondre à vos questions. Voilà, donc la multimodalité au cœur des lignes de covoiturage avec trottinette, vélo, transport en commun et aussi des PEM en voiture. Merci beaucoup Christophe pour cet exposé. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions en bas à droite. Voilà, on prendra le temps ensemble d'y répondre en fin d'événement. Et je vais donner la parole maintenant à Sylvia qui va nous parler du programme le Cobrac, un programme qui se veut travailler sur l'attractivité du territoire autour de la ligne ferroviaire de l'Aubrac. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, parfait. Sylvia. Très bien. Merci. Bon, j'espère, j'ai un petit souci avec Internet. Je pense que c'est un peu instable. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc, effectivement, je reprends ce qui vient de dire Pierre. Nous, au sein du PNR, on a une ligne qui est la ligne de Béziers-Neuzargues, Neuzargues, on peut aller jusqu'à Clermont-Ferrand et Paris, et de Béziers, on peut faire le lien avec Toulouse et Montpellier. On est dans un territoire, pour donner quelques éléments de contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'Aubrac, dans le Massif central, un territoire qui est hyper rural et un territoire où la voiture individuelle est un incontournable. Et on avait une ligne de train. Bon, on a une ligne de train qu'il était un risque de disparition pour des vrais, pour le dire comme ça, début de l'année dernière, jusqu'à ce que, il y a eu une entente entre l'État et les deux régions, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, pour la continuité du service et la reprise justement des trains, ce qui est pour nous très important. On va parler du tourisme, mais surtout, notamment pour des questions économiques, car cette ligne-là, le fret alimente l'usine d'ArcelorMittal à Chanchély-Tapché. Si on peut passer les slides suivants, juste pour donner quelques éléments de contexte. Nous, on est le PNR de l'Aubrac, on est sur 3 départements différents. Et cette ligne-là, il traverse ces 3 départements, ça veut dire l'Aveyron, la Lozère et le Cantal. Je reprends, on est dans un territoire hyper rural avec une ligne qui est vétuste, avec des trains qui sont lents, parce que, et je reprends la question de la lenteur, parce que pour faire Béziers-Neuzargues, c'est plus de 6 heures, si je ne me trompe pas, alors que si on le fait en voiture, c'est la moitié du temps. Par contre, c'est une ligne avec une histoire très importante, donc qui a presque 150 ans, et qu'une ligne qui est absolument magnifique. Et le voyage, il est pour ceux qui l'ont pas fait, il est vraiment impressionnant, avec des paysages absolument incroyables, et que nous, on s'est posé la question sur comment on pouvait travailler sur la ligne via 2 pistes, mais avec une entrée surtout de mobilité touristique. Si on peut passer à les slides suivants, Pierre. Voilà, donc nous, on a monté un projet. Donc, on a vu cela avec nos 2 financeurs. On a candidaté l'appel à manifestation d'intérêt Avenir Montagne de la NCT du Massif central, et avec la région Occitanie, pour créer une expérimentation autour de cette ligne. Et on a fait des ateliers
avec notre comité de pilotage pour définir, pour voir quelles sont les solutions ou les expérimentations que souhaitait mener dans le Gard de notre territoire, en sachant que bon, nous, on ne souhaitait pas forcément travailler sur la ligne telle quelle, mais plutôt de discuter ou de mener une réflexion autour des gares de notre territoire, car on a des gares pour la plupart qui sont désinfectées ou qu'il y a vraiment aucun service sur place. Quand j'ai dit aucun, c'est pratiquement aucun, sauf quelques exceptions. Donc, on s'est dit comment on peut améliorer quand même la visite d'un voyageur qui arrive à notre territoire et qui arrive peut-être via une gare et qui parfois il se trouve au milieu de nulle part parce que les gares parfois ils sont loin du bourg. Donc, comment on peut améliorer cette expérience-là? Donc, on a retenu 3 options, donc 3 solutions à mettre en place pour cet été. La première, c'est la réalisation des haltes ferroviaires ou des hubs, la création des hubs. Pierre, si on peut passer à les slides suivants. Via donc, je pense que vous reconnaissez quand même les images, mais on s'est approché aussi de PIM justement par la réalisation de ces hubs. On souhaitait mettre en place un minimum de services dans les communes et dans les gares et en concertation avec les élus, on a priorisé quels sont les services qu'on souhaitait mettre en place. Donc, aussi, on souhaitait que ça ne fasse pas des doublons avec la possibilité ou les services qui pouvaient être déjà en place, parfois par des opérateurs qui sont privés, comme ça peut être certains hôtels, donc pour les gares. Et pour des autres, on considérait qu'en fonction aussi de la localisation de la gare et les services peut-être déjà mis en place dans le bourg, on souhaitait aussi améliorer l'information de la mobilité sur place et pas forcément de mettre en place aussi des services directement dans la gare. Mais c'est vraiment en fonction, on va dire, ça a été co-construit avec les élus et on a fait un projet par gare en fonction effectivement des souhaits et des services existants. Les deuxième expérimentation qu'on a souhaité mettre en place, c'est l'amélioration de la communication. On avait un constat aussi, c'est qu'à l'échelle de notre territoire, 3 départements de région, on n'avait pas un outil qui pouvait donner une vision globale de quelles sont les mobilités sur place et même quelle était de pouvoir avoir une information touristique un peu globale. Donc, on s'est dit qu'on souhaitait quand même, pour nous, le plus important, c'était améliorer cette communication-là via une page dédiée par notre site internet autour de les mobilités en place et l'information touristique autour justement de la ligne de l'Aubrac. Un peu aussi de la même, inspiré aussi par exemple, ce qui avait fait la région Occitanie avec son Occitanie Rail Tour, mais aussi en mettant information sur justement les services mobilité existants sur notre territoire. Et la troisième expérimentation que nous, on a créée, c'était pour répondre à comment on fait pour que les gens, comment dire, ils prennent de façon volontaire le train en se disant que ils vont en vivre quand même une expérience qui va être plus intéressante que venir en voiture. Donc, on a souhaité que le voyage en train soit un vrai plaisir et on avait échangé aussi avec un groupe de théâtre qui a travaillé sur notre territoire, qui s'appelle Gérard Gérard, qui a beaucoup travaillé avec la ligne de l'Aubrac et qui avait recensé une information remarquable sur notre territoire et sur l'histoire de la ligne. Et on s'est dit que ça pouvait être très intéressant de réaliser un voyage sonore, donc de pouvoir créer un produit touristique autour justement de l'histoire de la ligne et écouter des podcasts autour de ces questions-là dans le train et pouvoir utiliser le temps du train comme une expérience en soi et comme une expérience de voyage. Voilà les 3 expérimentations. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pourrais vous répondre à la fin de ce webinaire.
Oui, ben, on va y venir. Merci beaucoup, Sylvia, hein, pour ce témoignage de projet territorial auquel on a la chance de participer. On s'en réjouit d'ailleurs. Voilà, on arrive à la fin des différents témoignages. Vous avez eu ici un panorama, hein, des projets qui sont portés par des collectivités, des représentants territoriaux et des exploitants de services de mobilité. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer comment évolue, hein, le secteur de la mobilité à travers la multimodalité, comment évoluent les services et la gestion des projets. N'hésitez pas là-dessus à revenir sur les questions. On attend vos questions, quelques-unes. Vous avez encore quelques secondes pour poser la vôtre aux différents intervenants. Je propose également aussi, après, de faire appel aux intervenants pour que spontanément, ils puissent poser leurs questions aux autres intervenants s'ils en ont. N'hésitez pas non plus. On va attendre quelques instants pour recevoir encore une ou deux questions. Ensuite, Julien prendra la parole pour lister les questions qui est adressée aux différents intervenants. Est-ce qu'on a encore quelques questions? N'hésitez pas. Bon, Julien, je vais t'inviter à nous rejoindre pour déjà lister les quelques questions qui ont été posées par les participants. Oui, très bien. Les intervenants. Bonjour à tous. Alors moi, pour l'instant, j'aurai des questions. Alors, on a 2 questions pour Sylvia et nous avons également 2 questions pour Monsieur Lejeune. On peut éventuellement commencer par faire revenir Sylvia sur scène pour répondre aux 2 questions. Salut Sylvia, tu ne nous as pas quitté très longtemps. Alors, j'ai 2 questions. J'ai une première question d'Olivier Maffre pour Sylvia. Qui nous demande dans quelles conditions ces initiatives permettraient-elles de densifier l'offre sur la ligne. Actuellement, il n'y a qu'un seul train par jour qui fait toute la ligne de Béziers à Clermont. Alors, je précise, pour notre territoire, il y a 2 donc, qui passent. Je pense qu'il y en a un qui s'arrête, un TER qui s'arrête à Chanchély-Dapché et un autre intercité qui va jusqu'au Neussargues, mais qui font l'aller-retour. Donc, si je ne me trompe pas, il y en a 4 passages. S'il n'y a pas des travaux, je précise. On est resté modeste par rapport à notre capacité de frappe aussi. Donc, mais en fait, c'est qu'on s'est rendu compte, même si on n'a pas encore mis en place l'expérimentation, ça va venir très, on va dire, pendant courant le mois de juin. C'est que même si on savait qu'on n'avait pas la main sur la fréquence de la ligne, même l'état du train, parce que ça, c'est des questions qui ressortent, parfois même l'état des certaines gares, on s'est rendu compte que le fait de pouvoir permettre d'être tous autour de la table, même avec la SNCF, ça a permis un espace de dialogue qu'on n'avait pas auparavant et que ça permet aussi de nous faire entendre et de faire entendre les élus de problématiques que nous savons. La région Occitanie, ils ont fait quand même beaucoup d'actions autour de pour préserver cette ligne-là. Ils sont intéressés par rapport à notre démarche et ils sont aussi attentifs. Ils sont une convention avec la SNCF. Donc, ça nous a permis aussi de commencer peut-être une discussion que l'on espère que ça va se pérenniser par la suite. Ça, c'est pour la première question. Ok, super. Merci Sylvia pour cette première réponse. Et alors, j'ai une deuxième question à destination de Sylvia également, de Élodie Fontenot, qui nous demande, question pour Sylvia, y a-t-il eu un rapprochement à ce sujet avec le PNR du Haut-Languedoc ? Oui, récemment. D'ailleurs, on a commencé à échanger sur la question parce qu'effectivement, si je ne me trompe pas, parce que c'est surtout ma collègue Mylène, il se pose aussi des questions pour faire le lien avec le pôle des pleines nature, si je ne me trompe pas. Donc, effectivement, ils sont déjà dans le cadre de nos discussions et on engage aussi une réflexion
Donc, de voir si par la suite, parce que notre opération il va se finir cette année, on cherche des pistes aussi de poursuite de cette opération et on voit cela avec nos collègues des PNR d'Occitanie, Grand Causse et aussi Haut-de-Languedoc. Donc oui, on est ils sont dans la boucle de nos opérations. Ok, super. Merci pour ces précisions et pour ces réponses, Sylvia. J'ai encore 2 questions en attente. Cette fois-ci, ce sont des questions à destination d'Ecov. Donc, j'invite Monsieur Lejeune à nous rejoindre sur scène. Et Sylvia, si tu veux, tu peux. Voilà, super. Oui, alors donc on a une question de Sylvia. Pourquoi Oui. on a fait du covoiturage et non de l'autostop organisé? Parce que c'est un système qui, avec l'app, permet d'offrir une fréquence, une garantie, un niveau de service qui est supérieur avec à de simple autostop organisé. Il y a aussi un système de garantie départ, etc. Donc c'est une performance d'exploitation qui se rapproche plus d'un très bon transport en commun que de l'autostop. Ok, super, merci. Et on avait également, je crois, avoir vu passer une deuxième question, Monsieur Lejeune. Je ne sais pas. Oui, Si... alors la complémentarité par rapport au TER, donc c'est vrai qu'il y a du TER, par exemple, entre Lyon et Bourgoin, mais le TER, la plupart du temps, va relier les centres-villes, centre de Bourgoin à centre de Lyon. Nous, la plus-value qu'on apporte, c'est de beaucoup mieux desservir les centres d'activité, par exemple la zone de Saint-Priest, où s'il faut partir, pour des gens qui habitent en périphérie de Bourgoin et qui vont travailler à Saint-Priest, passer par le TR ensuite, et voilà, ça fait, il faut reprendre un bus, etc. Ça met beaucoup plus de temps, donc on est en complémentarité sur les OD qu'on dessert. On peut être en complémentarité aussi de fréquence, hein, quand de temps en temps on a du bus qui est toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, si on rate ce bus, ça fait attendre longtemps. Et donc, nous, en offrant une offre toutes les 5 minutes, on offre un complément parce que voilà, quand on rate son car, son bus, on n'a pas besoin d'attendre une demi-heure. Super, merci pour toutes ces réponses et pour toutes ces précisions. Et alors moi, j'en profite de manière à ce que tout le monde ait toutes les bonnes informations. Des premières questions avaient été posées à destination d'Alexandre Jasselier par Mathias Marmiès, qui nous demandait quel justificatif de paiement est fourni à l'usager lorsqu'il paye par CB à bord. Donc la réponse avait été apportée. Hein. Le justificatif est à télécharger sur le site marchand LittlePay. Cette information est précisée sur le site internet de Cap Cotentin. Malheureusement, le billetticien actuel Cuba ne permet pas l'édition de tickets pour le moment, avec donc une petite précision en demandant quel est le justificatif à montrer au contrôleur en cas de contrôle. Certains usagers sont freinés par ces modes d'achat car ils ne savent pas quoi présenter en cas de contrôle. Et la réponse a été qu'en cas de contrôle, l'usager doit bien présenter sa carte bancaire. Voilà, donc c'est les premières questions qui avaient été posées, qui ont été traitées directement à l'écrit. Donc il me semblait important de les préciser. Très bien, merci beaucoup pour ces différentes questions-réponses. Encore un dernier instant, si vous avez des questions spontanées entre intervenants, nous vous invitons à venir sur scène. Voilà. Posez votre question et y répondre. Est-ce qu'il y a des personnes dans l'assemblée, des intervenants qui auraient une question à poser? Sinon, on va pouvoir clôturer. Bon, écoutez, merci beaucoup. Hein. C'était la première édition de webinaire proposée par P-Mobility avec ces différents partenaires qui ont aujourd'hui accepté de témoigner des différentes expérimentations, d'apporter du concret autour de la thématique de la multimodalité qui est un sujet très émergent actuellement. Si vous avez également des questions sur P-Mobility, vous pouvez visiter notre site internet qui est affiché ici ou nous contacter directement. Voilà, on sera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de donner une image à notre proposition de valeur sur le sujet. Voilà, encore un grand merci. À très bientôt. On vous rappellera, hein, on va certainement faire de nouveaux webinaires sur différentes thématiques qui nous tiennent à cœur. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.